16 mai 1940, village de Stonne, département des Ardennes. Le capitaine Pierre Billotte observait depuis la tourelle de son char B1 bis, baptisé Heure, la route sinueuse qui montait vers le village. La pente était raide, presque 15%. Son moteur diesel de 300 chevaux grondait en première vitesse. Devant lui, à travers la brume matinale, il distinguait les silhouettes de chars allemands, stationnés des deux côtés de la route. 13 au total, des Panzer III et Panzer IV, les meilleurs blindés de la Wehrmacht. Ils attendaient, moteurs éteints, équipage confiant. Après tout, qui serait assez fou pour attaquer en remontant une telle pente, seul, face à 13 chars ennemis? Ce que les Allemands ne savaient pas, c'est que le capitaine Billotte n'avait pas l'intention de reculer. Et dans les 30 minutes qui suivraient, il détruirait chacun de ces 13 chars, un par un, tout en encaissant 140 impacts directs, sans qu'aucun ne perce son blindage. Les Allemands avaient passé des mois à se moquer des chars français. Leurs rapports de renseignement décrivaient une armée équipée de blindés dépassés, lents, mal armés. La propagande nazie ridiculisait la France comme une nation décadente, incapable de se défendre. Les équipages de Panzer entraient en France en mai 1940 avec une confiance absolue. Ils avaient écrasé la Pologne en 4 semaines. Ils avaient roulé sur le Danemark et la Norvège. La France, pensait-il, serait encore plus facile. Cette arrogance allait se briser contre l'acier français dans les champs de bataille de Belgique et du nord de la France. Le Saumur S-35 était un chef-d'œuvre d'ingénierie française. Développé par la Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie à partir de 1934. Ce char moyen de cavalerie représentait le meilleur de ce que la France pouvait produire. Il mesurait 5,40 mètres de long et pesait 19 tonnes et 500 kilos en ordre de combat. Son blindage frontal atteignait 47 mm sur la coque et entre 40 et 56 mm sur la tourelle coulée d'une seule pièce. C'était révolutionnaire. La plupart des chars allemands, en 1940, avaient un blindage de 15 à 30 mm. Un canon anti-char allemand de 37 mm, l'arme standard, ne pouvait pas percer le Saumur à distance normale de combat. Les obus rebondissaient littéralement sur l'armure. Son canon de 47 mm était tout aussi impressionnant. Il pouvait percer le blindage de n'importe quel char allemand jusqu'à 1000 mètres de distance. Le Panzer III, le char moyen allemand, avait 30 mm de blindage frontal. Le Panzer IV, leur char de soutien, en avait encore moins. Face à face, un Saumur S-35 pouvait détruire n'importe quel char allemand avant que celui-ci ne puisse répondre efficacement. Sur le papier, c'était le meilleur char moyen du monde en 1940. Les ingénieurs britanniques et américains qui l'examinèrent après-guerre admirèrent sa conception. Même les Allemands, après avoir capturé des Saumur, les utilisèrent dans leurs propres unités, reconnaissant leur qualité. Le moteur du Saumur était un V8 Saumur, développant 190 chevaux. Pas énorme pour 19 tonnes, mais suffisant pour atteindre 45 km/h sur route. Plus important, le char avait une suspension confortable qui permettait de tirer en mouvement avec une précision raisonnable. Les chenilles larges répartissaient le poids efficacement, lui donnant une bonne mobilité tout-terrain. L'autonomie atteignait 230 km, suffisant pour des opérations de cavalerie en profondeur. Mais le Saumur avait des faiblesses. La tourelle n'abritait qu'un homme, le chef de char,
qui devait commander, charger, viser et tirer tout seul. C'était épuisant. Les chars allemands avaient un équipage de 3 hommes dans la tourelle, un chef, un tireur, un chargeur. Cette division du travail permettait une cadence de tir plus élevée et une meilleure conscience tactique. Le chef de char allemand pouvait observer le champ de bataille pendant que son tireur engageait des cibles. Le chef de char français devait tout faire lui-même. La radio était un autre problème. En 1940, seulement les chars de commandement avaient des radios émettrices. Les chars de troupes n'avaient que des récepteurs, ou rien du tout. Cela rendait la coordination difficile. Les unités communiquaient par drapeaux ou signaux lumineux, comme à l'époque napoléonienne. Les Allemands, eux, équipaient presque tous leurs chars de radio bidirectionnels. Un commandant allemand pouvait coordonner des dizaines de chars en temps réel, réagir aux menaces, concentrer le feu. Les Français devaient s'en tenir au plan prévu ou improviser visuellement. Le plus gros problème n'était pas technique, c'était doctrinal. L'armée française ne comprenait pas comment utiliser ces chars. Les divisions légères mécaniques, équipées de Somois S-35, étaient conçues pour la reconnaissance en force et l'exploitation de percées. Mais le commandement français les utilisait de manière défensive, les dispersant en petits groupes pour boucher des trous dans les lignes. Les chars n'étaient presque jamais concentrés en masse. Ils n'avaient pas de doctrine d'attaque coordonnée avec l'infanterie et l'artillerie. Chaque char combattait individuellement ou en petits pelotons, sans soutien. Les Allemands, par contre, avaient perfectionné le Blitzkrieg. Ils concentraient leurs Panzers en divisions blindées, des milliers de chars et véhicules travaillant ensemble. L'aviation fournissait un appui aérien rapproché. L'artillerie motorisée suivait de près. L'infanterie motorisée consolidait les gains. C'était une machine de guerre intégrée, flexible, rapide. Les chars français individuels étaient meilleurs. Mais l'armée allemande, dans son ensemble, était supérieure. Quand l'offensive allemande commença le 10 mai 1940, les divisions légères mécaniques françaises furent envoyées en Belgique pour retarder l'avance allemande. La 2e et la 3e DLM se concentrèrent dans la trouée de Gembloux, entre Louvain et Namur. C'était une plaine ouverte, terrain idéal pour les chars. Le haut commandement français croyait que c'était le point principal de l'attaque allemande. Il se trompait. Le vrai coup de faux allemand viendrait plus au sud, à travers les Ardennes, vers Sedan. Mais à Gembloux, les Français allaient avoir leur chance de montrer ce que leurs chars pouvaient en faire. La bataille de Hannut, du 12 au 14 mai, fut la plus grande bataille de chars jusqu'à cette date. Environ 1700 véhicules blindés participèrent. C'était plus grand que toutes les batailles de chars de la Première Guerre mondiale combinées. Les Somois S-35 et les Hotchkiss H-35 français affrontèrent les Panzer I, II, III et IV allemands sur un front de 15 km. Le résultat surprit tout le monde. Les Somois dominèrent. Tirant depuis des positions préparées, ils détruisirent Panzer après Panzer. Les obus allemands de 37 mm rebondissaient sur leur blindage. Les équipages français découvraient que leurs chars pouvaient encaisser des dizaines d'impacts sans dommages. Un Somois prit plus de 40 coups directs d'obus de 20 et 37 mm, sans qu'un seul ne perce. L'équipage continua de combattre, détruisant plusieurs panzers avant de se replier. Les Allemands essayèrent différentes tactiques. Les Panzer I et II, armés seulement de mitrailleuses ou de canons de 20 mm, ne pouvaient rien faire aux Somois.
Ils essayèrent d'attirer les chars français dans des embuscades de canons anti-chars. Parfois ça marchait, mais souvent, les Saumuois repéraient les canons et les détruisaient avec leurs 47 mm. Les Panzer III et IV, avec leurs canons de 37 et 75 mm à courte portée, avaient plus de succès. Mais même eux devaient tirer à bout portant pour espérer percer. À Merdorp, le 13 mai, environ 30 Saumuois de la 2e DLM contre-attaquèrent pour dégager des unités encerclées. Ils percèrent les lignes allemandes, écrasant l'infanterie, détruisant les panzers qui tentaient de les arrêter. La 4e Panzer-Division perdit des dizaines de chars. Le flanc droit de leur avance fut dangereusement exposé. Seule la lenteur de l'infanterie française à suivre empêcha une catastrophe allemande complète. Le 14 mai, les Français reçurent l'ordre de se replier. Non, pas parce qu'ils perdaient à Hanut. Ils tenaient. Mais au sud, à Sedan, les Allemands avaient percé. 7 divisions Panzer traversaient la Meuse, fonçant vers la Manche. Les divisions légères mécaniques devaient se replier pour éviter l'encerclement. Hanut fut une victoire tactique française et une défaite stratégique. Les Saumuois avaient prouvé leur valeur, mais la bataille était au mauvais endroit. Pendant ce temps, à Stonne, dans les Ardennes, se déroulait la bataille la plus acharnée de toute la campagne de France. Ce petit village sur une colline domina la route de Sedan vers le sud. Qui contrôlait Stonne contrôlait l'axe de ravitaillement allemand. Du 15 au 25 mai, le village changea de main 17 fois. Des deux côtés, les pertes furent effroyables. La division d'infanterie d'élite allemande Großdeutschland perdit 570 hommes. Des compagnies entières de chars français et allemands furent anéanties. C'est là que le capitaine Bilotte fit son entrée dans l'histoire. Le 16 mai, il commandait un char Char-B1 bis, un monstre de 32 tonnes avec un blindage frontal de 60 mm, plus épais que n'importe quel char au monde. Son armement comprenait un canon de 75 mm en coque et un canon de 47 mm en tourelle. C'était le char le plus puissant en service en 1940. Aucun char allemand ne pouvait percer son blindage frontal à distance normale, et ses canons pouvaient détruire n'importe quel panzer en un seul coup. Stonne avait été capturé par les Allemands le matin du 16 mai. Des panzers du 8e régiment et l'infanterie de la Großdeutschland tenaient le village. Le commandement français ordonna une contre-attaque immédiate. Plusieurs chars B1 bis, dont celui de Bilotte, furent envoyés reprendre le village. Mais la route était étroite, en forte pente, un piège parfait pour les défenseurs. Bilotte arriva au pied de la colline vers 10h30. Devant lui, la route montait en épingle à cheveux, bordée de maisons. Au sommet, le centre du village. Des rapports disaient que les Allemands avaient des chars et des canons anti-chars positionnés partout. Une approche normale serait du suicide. Mais Bilotte n'avait pas le temps pour la prudence. Chaque minute que les Allemands tenaient, Stonne renforçait leur position. Il ordonna à son pilote d'avancer. Le char B1 bis s'engagea sur la pente raide. Le moteur diesel rugit, les chenilles mordaient l'asphalte. Le char grimpait lentement, 5 km/h, vulnérable, exposé. Puis Bilotte atteignit le sommet et déboucha sur la place du village. Et là, il vit quelque chose qui aurait glacé le sang de n'importe quel commandant de char. 13 panzers allemands, garés des deux côtés de la route, moteur à l'arrêt, équipage manifestement confiant qu'aucun char français n'oserait les attaquer ici. Il se trompait.
Billotte ne prit que quelques secondes pour évaluer la situation. Il ordonna à son pilote de s'arrêter au milieu de la rue. Puis, méthodiquement, il commença à détruire les Panzers un par un. Son canon de 75 mm en coque tirait vers l'avant. Son canon de 47 mm en tourelle pouvait pivoter. Il engagea le Panzer le plus proche. Un coup. Touché. Le Panzer explosa. Puis le suivant. Touché. Explosion. Les équipages allemands paniquèrent. Certains essayèrent de démarrer leur moteur. D'autres abandonnèrent leurs chars et s'enfuirent à pied. Les Panzers qui réussirent à tirer répondirent. Des obus de 37 mm et de courte portée 75 mm martelèrent le char B1 bis de Billotte. Cling, cling, cling. Le bruit des impacts était assourdissant à l'intérieur, mais aucun ne perçait. Le blindage de 60 mm incliné renvoyait les obus. Billotte ignora les impacts. Il visa, tira, rechargea, visa encore. Panzer après Panzer s'embrasait. 11 Panzer III, 2 Panzer IV, plus 2 canons anti-chars. En moins de 30 minutes, tout était détruit. Les comptes rendus allemands confirment l'attaque. Des survivants de la Großdeutschland décrivirent un char français solitaire qui avait détruit 13 de leurs Panzers avant que leurs forces ne puissent réagir. L'un d'eux écrivit dans son journal « Nous pensions que nos canons anti-chars arrêteraient n'importe quoi. Puis ce monstre français est apparu et a simplement ignoré tout ce que nous lui tirions dessus. C'était terrifiant. » Le char B1 bis de Billotte reçut 140 impacts directs pendant l'action. 140. Son blindage était criblé de marques, déformé par endroits, mais pas percé. Pas un seul obus n'avait pénétré. Après la bataille, des techniciens français examinèrent le char, stupéfaits qu'il ait survécu à un tel pilonnage. Billotte et son équipage, bien que sonnés et épuisés, étaient indemnes. Cette action à Stone montra ce qu'un seul char bien conçu, bien blindé et bien commandé pouvait accomplir. Billotte ne s'était pas simplement battu. Il avait démoli une position allemande défendue par une force supérieure en nombre. Il avait prouvé que les moqueries allemandes sur les chars français étaient non seulement injustifiées, mais dangereusement arrogantes. Mais Stone changea de main, encore et encore. Chaque fois que les Français prenaient le village, les Allemands contre-attaquaient avec l'infanterie et l'artillerie. Chaque fois que les Allemands le prenaient, les Français revenaient avec des chars. Le 17 mai, Stone changea de main 5 fois en une journée. Les rues étaient jonchées d'épaves de chars français et allemands. Des maisons brûlaient. Les civils qui n'avaient pas fui se cachaient dans les caves, terrorisés. Les chars B1 bis continuèrent de dominer les batailles de chars, mais ils avaient une faiblesse, l'autonomie. Leur réservoir ne contenait que 400 litres de diesel. À la consommation élevée en combat, cela donnait peut-être 50 km. Après chaque attaque, les chars devaient retourner, se ravitailler. Et le ravitaillement prenait du temps. Pendant ce temps, les Allemands réoccupaient les positions perdues. Un autre problème était le blindage arrière. Le char B1 bis avait 60 mm à l'avant, mais seulement 55 sur les côtés et 40 à l'arrière. Les canons allemands de 37 mm pouvaient percer l'arrière à courte portée. Les Allemands apprirent rapidement ne jamais affronter un char B1 bis de face. Le contourner, attendre qu'il tourne, puis tirer sur ses flancs ou son arrière. Ou mieux encore, laisser l'infanterie s'approcher avec des grenades et des cocktails Molotov. À Stone, plusieurs chars B1 bis furent immobilisés par des tirs répétés
sur leur grille de ventilation moteur. Les canons antichars de 37 mm ne pouvaient pas percer le blindage principal, mais ils pouvaient endommager les périscopes, les chenilles, les grilles. Un char aveugle et immobilisé était inutile, même s'il n'était pas détruit. 3 chars B1 bis furent perdus ainsi le 16 mai à Stone. Malgré tout, les chars français tinrent. Du 15 au 25 mai, environ 33 chars français furent détruits à Stone contre 24 panzers allemands. Pour une bataille où les Allemands avaient l'initiative et contrôlaient le terrain la plupart du temps, c'était un ratio remarquable. Les pertes allemandes en infanterie furent encore plus lourdes. La Großdeutschland, l'une des meilleures divisions d'infanterie allemande, fut pratiquement mise hors combat. Mais Stone, comme Hanut, était une victoire tactique dans une défaite stratégique. Le 27 mai, avec les panzers allemands fonçant vers Dunkerque et la situation générale s'effondrant, les Français abandonnèrent Stone. Les Allemands occupèrent les ruines. Ils avaient gagné, mais à un coût terrifiant. Et ils avaient appris à respecter les chars français. Les Somois S-35 capturés furent immédiatement remis en service par les Allemands. Ils les utilisèrent en France, dans les Balkans et même sur le front de l'Est. Les équipages allemands adorèrent les Somois. Ils étaient fiables, bien blindés et puissants. La seule modification que les Allemands firent systématiquement fut d'installer des radios bidirectionnelles. Avec une meilleure communication, le Somois devenait encore plus redoutable. Les Allemands produisirent même des munitions spéciales pour les canons de 47 mm capturés. Pendant des années après la défaite de la France, des Somois S-35 portant des croix allemandes combattirent dans toute l'Europe. Certains affrontèrent des chars soviétiques T-34 en Russie. Même face au T-34, considéré comme l'un des meilleurs chars de la guerre, le Somois se défendait honorablement à courte portée. Que se serait-il passé si la France avait utilisé ces chars correctement? Si les divisions légères mécaniques avaient été concentrées au lieu d'être dispersées? Si elles avaient contre-attaqué massivement à Sedan au lieu de défendre passivement à Gembloux? Les historiens débattent de ces questions depuis 80 ans. La réponse probable est que ça n'aurait pas changé le résultat final, mais ça aurait rendu la victoire allemande beaucoup plus coûteuse, peut-être impossiblement coûteuse. Le problème fondamental n'était pas les chars. La France avait plus de chars que l'Allemagne. Elle avait de meilleurs chars. Elle avait des équipages courageux et compétents. Le problème était le commandement. La doctrine française était défensive, statique, basée sur les leçons de la Première Guerre mondiale. Les Allemands avaient réinventé la guerre, l'accélérant, la rendant mobile et coordonnée. Face à cette nouvelle forme de guerre, l'armée française se retrouva paralysée, incapable de réagir assez vite. Les histoires individuelles, de bravoure comme celle de Billotte, montrent ce qui aurait pu être. Si chaque unité de char avait été commandée avec la même audace, la même détermination, les Allemands auraient maintes payé un prix terrible. Mais ces histoires restèrent des exceptions. La plupart des unités de chars françaises furent déployées par petits groupes, sans soutien, sans coordination, et furent submergées par des forces allemandes numériquement inférieures, mais tactiquement supérieures. Après la défaite, certains officiers français tentèrent de rejeter la faute sur les chars eux-mêmes. Ils étaient trop lents, disait un île, trop mal armés, trop peu nombreux. C'était faux. Les rapports allemands le prouvent. Les Panzers avaient peur des Somois et des chars B1 bis.
Les équipages allemands savaient que face à face, ils perdaient. Leur seule chance était la manœuvre, la surprise, le nombre et le soutien combiné de toutes les armes. Le général Heinz Guderian, père du Blitzkrieg, écrivit dans ses mémoires « Les chars français étaient techniquement supérieurs aux nôtres. Ce qui nous donna la victoire ne fut pas la qualité de nos panzers, mais notre doctrine d'emploi, notre coordination avec l'aviation et l'infanterie, et surtout la rapidité de notre prise de décision. Les Français réfléchissaient pendant que nous agissions. » Cette citation résume la campagne de France. Les chars français, moqués par les Allemands avant la bataille, se révélèrent redoutables au combat. Les Sommois S-35 et les chars B-1 bis prouvèrent qu'ils pouvaient dominer n'importe quel panzer en duel. Mais la guerre moderne n'était pas une série de duels. C'était une question de système. Communication, logistique, coordination, rapidité de décision. Dans tous ces domaines, les Allemands surpassèrent les Français. Les équipages français combattirent avec un courage remarquable. Souvent encerclés, à court de munitions et de carburant, sans soutien aérien, ils continuèrent de se battre. De nombreux chars furent abandonnés seulement quand ils tombèrent en panne sèche, leurs équipages détruisant leurs véhicules pour éviter la capture. D'autres combattirent jusqu'au dernier obus, puis essayèrent de percuter les panzers ennemis. À Flavion, le 15 mai, des chars B-1 bis du 15 blindé affrontèrent la 5e Panzer Division. En quelques heures de combat, les Français détruisirent environ 100 véhicules allemands, dont plusieurs dizaines de chars. Mais séparés de leur ravitaillement, ils durent abandonner leurs propres chars intacts quand le carburant manqua. C'était une tragédie typique de la campagne. Victoires tactiques, rendues inutiles par des échecs logistiques et stratégiques. Les leçons de 1940 furent étudiées dans le monde entier. Les Américains, encore neutres, envoyèrent des observateurs qui rapportèrent tout. Les Britanniques, qui avaient évacué à Dunkerque en laissant tout leur matériel lourd, réévaluèrent leur propre doctrine de char. Les Soviétiques, qui partagèrent des informations avec l'Allemagne à cause du pacte Molotov-Ribbentrop, apprirent comment les Allemands utilisaient leurs panzers et commencèrent à développer leur propre doctrine de guerre blindée. Pour la France, les leçons vinrent trop tard. Mais la mémoire des équipages de chars qui combattirent en mai et juin 1940 survécut. Après la guerre, des vétérans comme Biot devinrent des héros nationaux. Des monuments furent érigés à Stonne et à Nuth. Les Sommois S-35 rescapés furent exposés dans des musées. Aujourd'hui, ils témoignent d'une époque où l'ingénierie française rivalisait avec n'importe qui au monde. L'histoire du Sommois S-35 et du char B-1 bis est une histoire d'excellence technique gâchée par des erreurs stratégiques. Ces chars, parmi les meilleurs de leur époque, méritèrent mieux que la défaite de 1940. Leurs équipages, qui combattirent avec tant de bravoure, méritaient une meilleure chance de victoire. Mais même dans la défaite, ils démontrèrent que le courage et la qualité technique comptent. Les Allemands, qui avaient moqué les chars français avant la bataille, apprirent à les respecter profondément. Et ceux qui survécurent n'oublièrent jamais ce que l'audace française pouvait accomplir quand elle était déchaînée.